Depuis quelque temps, je me questionne sur ce qui pourrait bien caractériser la psychologie des êtres humains. La question paraît simple au premier abord, mais en fait, c'est très complexe et il m'a été très difficile de répondre à cette question, si tant est de penser que j'y ai répondu. Est-ce que c'est le fait que nous soyons psychologiquement tous différents, que malgré quelques fonctionnements communs, nous ayons tous une structuration qui nous est propre? Est-ce que c'est notre capacité de communication qui nous différencie? Ou est-ce que c'est notre intelligence et nos capacités cognitives qui nous caractériseraient? Et nos émotions alors? Ces émotions qui justement nous font parfois perdre notre logique au point de réagir de façon complètement irrationnelle. Je me suis également demandé si c'était le fait de faire des erreurs de jugement, ratées dans nos apprentissages, ou justement notre capacité à nous adapter à beaucoup d'environnements différents. Est-ce que c'est notre sexualité qui guide beaucoup de nos actes et décisions et n'a pas uniquement pour vocation la reproduction de l'espèce? Est-ce que c'est le fait d'avoir un programme instinctuel ou une part inconsciente qui nous fasse agir plus que penser? Eh bien, toutes ces questions sur nos caractéristiques psychologiques, la réponse est malheureusement non. Cela ne nous distingue pas véritablement des autres animaux pour qui études et observations nous montrent de plus en plus que nous n'avons pas vraiment le monopole de la pensée, des émotions, de l'incohérence, des essais-erreurs, de la sexualité polymorphe et des compétences en communication. Non, a priori, il faut aller chercher bien plus loin ou ailleurs. Il est terrible, ce gars. Ce gars-là, c'est une machine. Dans mes recherches sur les caractéristiques de la psychologie humaine, je n'ai pas trouvé de différence définitive avec le reste des animaux, alors je me suis penché sur les robots. Mais cette fois-ci, les différences étaient un peu trop marquées. J'ai donc voulu voir ce qui pouvait éventuellement caractériser notre psychologie avec ce qu'il ne serait ni vraiment homme, ni vraiment robot, et je me suis intéressé aux cyborgs. Les cyborgs, ce sont des organismes cybernétiques, c'est-à-dire des êtres doués d'intelligence auxquels on a greffé une part électronique ou mécanique, soit dans le but de récupérer d'un handicap, soit dans le but d'augmenter des possibilités. Quoi de mieux donc que de s'appuyer sur Robocop, je veux dire le vrai, celui de Paul Verhoeven en 87, pour repérer qu'est-ce qui, chez lui, relève de l'homme ou du robot, et qu'est-ce que ça peut nous dire de notre psychologie. Peut-être que nous trouverons un certain nombre de clés sur ce qui caractérise notre psychologie grâce à Robocop. Mais pour ça, je vais avoir besoin d'un peu d'aide, car je ne suis pas spécialiste de psychologie et de robotique. J'ai donc fait appel au docteur Olivier Duris, mon collègue et ami de la chaîne PsychoQuack, qui a justement fait sa thèse sur les robots et l'autisme, et réalisé de nombreux travaux sur médiation numérique et robots compagnons. Comme toujours, vous avez tout un tas de liens en description. Robocop, même s'il est 50% homme, 50% machine et 100% flic, nous en dit énormément sur les caractéristiques de la psychologie humaine. Ah, mais sans déconner, j'adore cette affiche et cette phrase de beauf, c'est trop magique. Bref, au début, Robocop est un homme, puis, après avoir été tué, ça devient une machine, et c'est de cette machine que la psychologie humaine fait progressivement effraction. C'est par des choses bien humaines qui émergent que Murphy nous donne des indications à travers la machine. Robocop, il a un programme et des directives, tout comme dans les romans d'Asimov, il a des règles qu'il doit suivre. Et ça, c'est vraiment typique de la machine. Là où Robocop ne peut dépasser les règles et son programme, l'homme peut recevoir une éducation, des lois, tout un tas de choses, mais il peut les transgresser. Soyez sages, les enfants. Je pense que ce qui différencie déjà le plus le robot de l'homme, c'est tout simplement le fait de ressentir quelque chose ou pas. Le robot, c'est une machine qui a été conçue, qui a été programmée. Aujourd'hui, les robots sont de plus en plus faits pour nous donner l'illusion qu'ils pensent, qu'ils ressentent, ou des choses comme ça. Si aujourd'hui vous demandez à Siri ou à Alexa est-ce que tu as un cœur, ils vont généralement répondre une réponse un peu floue, j'ai 4 cœurs ou un truc comme ça. Mais en fait, toujours pour donner l'illusion qu'il y a une pensée, qu'il y a un conscient, un préconscient ou des choses comme ça. Alors qu'en fait, de toute façon, dans les robots, on est sur des programmes, on est sur des chiffres, on est sur des choses qui ont été programmées, pensées en amont. Et finalement, ce qui va être important, c'est bien de comprendre que le robot ne va être que dans la simulation de l'émotion, là où l'humain, il va être dans le ressenti.
C'est par la souffrance, le doute qu'on lit dans ses yeux que l'on éprouve de l'émotion pour lui. Le film nous fait vivre une chose spécifique de notre psychologie humaine, l'empathie. Il souffre, donc je souffre. Je me projette en lui et en le voyant, c'est un petit peu moi qui souffre aussi. La machine n'a pas de doute, elle ne crée pas d'empathie. L'empathie fait bel et bien partie des spécificités psychologiques des mammifères. Dans cette scène, on voit du rêve. Ce rêve ne peut faire partie que de Murphy, absolument pas de la machine. De même, on a un retour du trauma, et ce sont des manifestations vraiment purement psychologiques et qui n'ont rien à voir avec une autre entité, qu'elle soit cybernétique, robotique ou autre. Philippe K dit qu'il avait écrit un livre qui a inspiré le film Blade Runner qui s'appelle « Les robots rêvent-ils de moutons électriques ?» Et finalement, en fait, la question elle est là. Est-ce qu'un robot peut rêver? Parce que finalement, ce qui est le rêve, c'est le propre de l'homme, en tout cas comparé à la machine, je veux dire, dans le sens où, en effet, ce qui fait qu'on rêve, c'est qu'on a un inconscient. Ce que le robot n'a pas, finalement. Ce qui est intéressant aussi de voir dans le film de Paul Verhoeven, c'est comment nous est montré l'être humain dans le film. Ici, l'être humain nous est montré comme dysfonctionnel, il a des failles, il se drogue, il fait appel au sexe, il est cupide, il a des revendications un peu bizarres, débiles. Je veux du café très fort et une plus grosse voiture. La machine, elle, le Robocop, nous est montré comme infaillible, mais non empathique. C'est bel et bien par des petites choses qu'on nous montre comment est-ce que Murphy commence à reprendre le dessus, par sa psychologie, par son comportement, par ses attitudes, par ses tics, par tout ce qui le rend absolument différent des autres êtres humains. Dans le champ du cyborg, on pourrait fantasmer un petit peu. Partons dans le principe que un jour, on aura des trucs comme Robocop qui peuvent arriver. Si ça devait arriver, la question serait un petit peu cette lutte entre le côté humain et le côté machinique. Alors si on est face à un cyborg dans le sens où quelqu'un qui s'est fait mettre une prothèse robotique pour remplacer un membre ou des choses comme ça, bien évidemment que de toute façon le côté robotique, un peu comme le bras de Luke Skywalker, va pas prendre le pas sur le sujet. Alors il y aura des choses à penser, je pense, au niveau du rapport à la machine, du rapport à son propre corps ou des choses comme ça. Mais alors si on est sur un côté où la machine prend plus de place que le sujet, comme on a dans Robocop, peut-être qu'il y aura des espèces de luttes internes du sujet pour pouvoir un petit peu chercher à se faire entendre, à émerger. Et finalement, on est l'objectif de toute façon, c'est de toujours, encore une fois, percevoir quelque chose qui est de l'ordre du sujet. Donc quelque chose qui vient de soi, qui nous correspond, qui nous définit par rapport à notre situation en tant qu'humain inscrit dans un champ en fait symbolique, dans le champ du langage, dans des choses comme ça. À ce moment, il se passe quelque chose de très intéressant dans le film, c'est la dissonance cognitive de Robocop. Si son surmoi est représenté par la directive 4, un autre désir vient à son encontre. Et ce conflit psychique est ici clairement mis en scène par de la souffrance, ce que notre psychologie nous fait très souvent expérimenter au quotidien. Donc finalement, en fait, on voit que le système qui a été pensé par Freud, inconscient, conscient, préconscient, ça, moi sur moi, tout ça, va pas se retrouver finalement dans le robot. Il y a des choses dans Robocop qu'on va voir qui peuvent faire le lien. Donc on voit la question du programme, des règles, avec la question sur Moïse ou autre, mais ça c'est nous qui l'interprétons, c'est nous qui faisons ce qu'on appelle une anthropomorphisation. Parce que en fait ce qu'on fait c'est qu'on cherche à mettre du sens humain sur quelque chose qui ne l'est plus. Alors bon, Robocop, encore différent, parce que c'est pas un robot, c'est un cyborg. Il y a de l'humain dans Robocop. Il y a de l'humain, et d'ailleurs, c'est tout ce jeu-là de est-ce que l'humain va pouvoir sortir un petit peu du robot. D'où le fait qu'il rêve. C'est pas Robocop qui rêve, c'est Murphy. Pareil pour la fin du film, où on voit bien justement que le sujet, en fait, commence à émerger un petit peu de la machine. Lorsque Murphy commence à faire surface, il est mu par ses émotions davantage que par ses directives et programmes. Et ça, c'est très humain. La psychologie humaine prend le dessus sur la programmation dès lors qu'il s'agit de son désir ou de ses objectifs personnels. Enfin, un élément très important pour un psy, c'est que Lewis est une figure maternelle qui nomme Murphy. Murphy, c'est vous. Et cherche à lui dire qui il est. C'est à la fois dans le discours de l'autre qu'advient Murphy,
comme tout petit homme, et on peut voir un élément fondamental de la construction de soi, de son identité et de sa psychologie, c'est le stade du miroir. Lewis est donc une espèce de figure maternelle qui donne un nom, une image à Murphy. Elle le fait advenir en tant que sujet. Dans notre système à nous, hein, les humains, on vit hein, dans ce que Lacan appelle le champ symbolique et tout ça, et on est inscrit de base dans la question en fait du désir de l'autre. La question du regard de l'autre est essentielle pour notre développement. Dans la robotique, on s'en fiche du désir de l'autre parce que en fait, on va être là pour répondre à la demande en tant que machine. Le but, c'est de faire en sorte de pouvoir avoir tous les algorithmes nécessaires pour pouvoir apporter une réponse à ce qui va nous être demandé. Mais il n'y a pas de question de désir, il n'y a pas de libido, il n'y a pas quelque chose qui fait qu'on va être poussé pour pouvoir apporter le bien d'un autre parce que ça nous apporterait quelque chose à nous. Et ça aussi, ça fait partie des choses qui sont importantes. Donc en fait, on n'est pas, une machine ne va pas être régie dans son désir de faire partie du champ du désir en fait en général. Donc voilà le point pour moi essentiel. La machine est une machine et l'humain en fait n'est pas de ce côté-là de la machine. Alors après, il y a des humains qui vont de plus en plus des fois se machiniser, quitte à faire éteindre leurs émotions, à faire éteindre leurs pensées ou des choses comme ça. Et il y a des machines qui vont être de plus en plus dans la simulation de l'homme. Mais ça restera en fait de l'ordre de la simulation. Vous l'avez compris, au final, ce qui peut caractériser notre psychologie humaine, c'est qu'elle comporte des éléments que nous avons pu définir en termes de désir, de pulsion, de libido, de surmoi et de conflit psychique. La psychologie de l'homme, avec un grand H, peut se définir par sa poursuite de son désir. Cette facette de sa psychologie le pousse à toujours agir et réagir dans le sens de celui-ci, quoi que cela semble lui coûter. Nous sommes bel et bien habités par des pulsions, mais contrairement aux autres animaux, il semble que les humains puissent les assouvir par des moyens détournés, ce que Freud appelait notamment la sublimation. Le but de nos pulsions peut être atteint par différents objets et non par un seul. Notre libido ou énergie sexuelle peut également s'investir dans différents objets et différents actes. Nous pouvons donc trouver du plaisir dans d'innombrables activités, actions ou même obtention d'objets dont le reste du règne animal se fiche éperdument. Passer son temps à accomplir des tâches que nous n'aimons pas particulièrement, juste pour obtenir des petits papiers colorés ou des lignes sur un compte, on est quand même la seule espèce à pouvoir dériver notre libido dans un tel but. Une des choses qui selon moi peut le mieux nous caractériser sur le plan psychologique est la construction dynamique de notre surmoi. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie à ma vidéo, mais voici un bref récapitulatif. Nous sommes à ce jour, et jusqu'à preuve du contraire, la seule espèce capable de construire et modifier tout au long de notre vie un référentiel de lois, de règles, de valeurs, de bien et de mal. Se référer à ce surmoi est ce qui va nous permettre à la fois de respecter nos règles et valeurs, mais parfois de les transgresser. De cette transgression peuvent naître des plaisirs qui font qu'on pourrait alors avoir tendance à réitérer le comportement, ou au contraire culpabiliser, ce qui fait que la fois suivante, on peut tout à fait décider de respecter cette limite. Le fait d'avoir ce surmoi, personnel, familial, professionnel, sociétal, et le fait que cela crée des conflits psychiques, peuvent mener à des symptômes et de la psychopathologie, et selon moi, ce qui nous caractérise le plus. Mais là encore, on sait que des animaux peuvent contracter des dépressions et fourber leurs congénères, donc je ne peux pas être si définitif que ça non plus. C'est à mon sens la piste la plus intéressante, mais elle peut également être remise en question et ou à défaut. En fait, c'est un peu comme si ce qui nous meut, au final, du côté des animaux, ça va être l'instinct, alors que pour les robots, ça va être le programme, alors que pour les êtres humains, ça va être le désir. Cette chose qui est en soubassement de nos choix, de nos actions et de nos pensées, et qui va faire que nous allons avoir une psychologie tout à fait différente, si jamais on peut parler de psychologie pour les robots. Des anthropologues, quant à eux, avancent une théorie que je trouve particulièrement séduisante. Nous serions les seuls à pouvoir développer une telle psychologie individuelle et sociale, car nous sommes capables d'inventer des histoires, des constructions fictives, et que nous pouvons même aller jusqu'à la soumission à ces croyances. Je trouve qu'en effet, cela motive beaucoup de nos pensées et actes, sans grande logique au final. Ce nouveau numéro de Va te faire suivre est maintenant terminé. Si tu as appris une chose ou deux, n'oublie pas de mettre un pouce pour remercier le travail fourni,
Abonne-toi, active la cloche si tu veux voir plus de vidéos en lien avec la psychologie. C'est pas grand chose pour toi et pour moi ça m'aide à aller en contre de l'algorithme à la con de YouTube. Et tu peux même me filer un petit coup de pouce sur Tipeee comme les tipeurs de l'extrême qui m'ont permis d'améliorer un peu plus la forme des vidéos. Prends soin de toi et d'ici là n'oublie pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.